Bonjour Jean-Luc. Peux-tu nous faire un état de l'art de ta thématique données de santé et intelligence artificielle pour cette année 2020? Donc faire le point sur un sujet aussi complexe que l'intelligence artificielle et données de santé en quelques minutes, c'est vraiment une gageure, tellement c'est un sujet qui bouge tout le temps, sur lequel, sur tous les aspects, les évolutions sont très très rapides. Pour être un peu plus synthétique, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Il y a qui sont les acteurs, qui est concerné par le sujet. Après, il y a les aspects techniques, et quels sont les challenges. Et après, il y a des aspects beaucoup plus éthiques et sociétaux. Donc, qui sont les acteurs? Il suffit de regarder la presse grand public pour voir qu'on ne parle que de ça, en gros. Intelligence artificielle et santé, big data et santé. La crise Covid en rajoute. On a besoin d'indicateurs, on a besoin de suivi. Les acteurs sont très nombreux. Publics, les instituts de recherche, bien sûr. Public, les hôpitaux. Public, les structures de santé, comme les agences régionales de santé ou le ministère. Il y a énormément d'acteurs privés. Tous les industriels, des dispositifs médicaux ou même des mutuelles santé ou des éditeurs de revues scientifiques, tous investissent totalement le champ de l'intelligence artificielle et de l'accès à la donnée. Donc il y a sur ce champ-là énormément de potentiel en devenir et énormément de besoins et de demandes. Alors, sur les aspects techniques, pour faire très simple, de mon point de vue, donc professionnel de santé, responsable d'un pôle de santé publique, on a tous les outils qu'il faut en termes d'architecture et de matériel, de hard. Les progrès sont très incroyables à l'échelle d'un vieil homme comme moi. Il y a 10 ans, j'avais des bases de données, je mettais 3 jours à les ouvrir sur des ordinateurs qui me coûtaient très cher. Maintenant, je lance des analyses complexes et j'ai le résultat en 30 secondes. Donc l'infrastructure informatique n'est plus un challenge, c'est un succès. Enfin, il y a sûrement des recherches à faire, etc. Mais ce n'est vraiment pas mon problème. On a tout ce qu'il faut. Par contre, là où on est beaucoup plus mauvais, c'est dans l'organisation et la capacité à aller chercher la donnée. La donnée de santé dans une structure hospitalière, par exemple, il faut avoir en tête qu'un système d'information hospitalier, c'est plusieurs centaines d'outils différents, de tables qui communiquent plus ou moins entre elles. Donc le temps d'analyse de ce fouillis, pour parler clair, c'est là où il y a des besoins d'innovation en modélisation de la nature des données, de la structure des données, pour qu'on arrive à comprendre où requêter. En fait, c'est aussi basique que ça. Des fois, c'est tellement complexe qu'on ne sait pas où aller chercher la donnée. Un autre point sur lequel, pour l'instant, personnellement, j'ai pas de limites qui ne sont pas un challenge, c'est tous les aspects modélisation. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites, des nouveaux outils, des anciens outils recyclés. On a clairement les outils qu'il faut. Donc, techniquement et en termes de modèles mathématiques, on n'est pas si mal. On est moins bien en termes de... Il faut arriver à l'avoir, cette donnée. Et l'avoir dans un hôpital, c'est hyper compliqué. On a à Grenoble un entrepôt de données de santé qui mobilise une bonne dizaine de personnes et pour lequel, pour l'instant, on a beaucoup d'informations qu'on arrive à croiser, mais vraiment pas encore tout. Il y a 4 hôpitaux en France qui sont structurés comme ça, donc c'est quand même un peu... Il y a encore du boulot. Les données de santé, ça se limite évidemment pas à l'hôpital. Donc les données de santé les plus massives, les plus anciennes, c'est les données des remboursements. En France, avec un système de sécurité sociale très très bien structuré, ça passe tout par de l'informatisation. Donc on sait pour n'importe quel Français combien il a consommé de médicaments, d'actes de kiné, combien de fois il est allé à l'hôpital. Donc ça, c'est des données de consommation qui sont une source d'information considérable. Pas très simple à obtenir non plus. Les autres grands enjeux sources de données sur lesquels il est plus facile de travailler, c'est les objets embarqués, c'est beaucoup moins grand nombre de patients, mais tout bêtement, votre smartphone avec son podomètre ou des choses comme ça, qui posent comme challenge l'idée de s'intégrer en fait. Comment je les intègre dans un projet de recherche, comment je les récupère, comment je les filtre. Mais là, il y a beaucoup d'initiatives possibles et on en reparlera tout à l'heure. Donc l'état de l'art, il est assez compliqué. Les enjeux sociétaux sont extrêmement majeurs.
J'invite les étudiants des IDES à reprendre toute la polémique autour du Health Data Hub français, l'hébergement des données chez Microsoft, les plaintes en justice. C'est un feuilleton à rebondissement qui illustre l'envie. On a envie de faire des choses en disant ça va être utile. Alors utile à qui? Utile à la science, utile au système de santé, utile aux malades, utile aux enjeux économiques. L'essentiel de tout ça, c'est quand même de transformer ça en une industrie. Avec les craintes, mais comment toutes les données de santé de toute la France qui sont hébergées chez Microsoft, qui nous garantit la confidentialité. J'ai pas du tout envie de savoir, j'ai pas du tout envie que mon dossier qui caractérise toute ma vie privée ou dans lequel il y a des interrogations sur des données sensibles de santé qui sont les habitudes sexuelles, les addictions, vous êtes alcoolique, toxicomane, et puis Monsieur Bill Gates, si c'est tout chez Microsoft, c'est embêtant. Alors bien sûr que c'est pas caricatural comme ça, mais l'enjeu de la donnée, de la protection des données, là il y a beaucoup à faire. Pas tellement en termes réglementaires, mais en termes d'adhésion vis-à-vis du public et d'information. Si les étudiants pouvaient se lancer le challenge de dire mais comment je fais pour contacter, convaincre. Je cite juste un exemple. On a un projet de recherche sur 3 ans au CHU de Grenoble. C'est à peu près 1 million de venus. La loi informatique et liberté, le RGPD, le règlement de protection des données, nous dit vous devez avertir tout le monde que vous allez faire un traitement statistique de recherche. Près d'1 million de personnes. Vous imaginez un timbre pour 1 million de timbres, déjà, je n'ai pas le début du budget, puis c'est mécaniquement impossible. Donc il y a des exceptions dans la loi, voilà, mais ce qui serait intéressant comme challenge, c'est de dire, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu semblant. On met ça sur le site internet, on met ça dans des affiches dans les couloirs que personne ne lit. Donc là, il y a un aspect comment je peux faire adhérer les gens à un projet qui les concerne. Donc ça, c'est un premier challenge que je lancerai. Peux-tu nous donner quelques exemples des enjeux que ta thématique porte, notamment sur les données de santé et l'intelligence artificielle? Donc, dans cet ensemble de contraintes avec des enjeux sociétaux, mais aussi des enjeux techniques et organisationnels, on peut partir de plusieurs exemples très concrets. Par rapport à Covid, mais par rapport surtout à la prise en charge à l'hôpital, un des enjeux majeurs, c'est la nutrition. Dans les maladies chroniques, et l'hôpital, bien sûr, doit nourrir les gens qui sont chez lui, hospitalisés, donc accueillis. Sauf qu'on a beaucoup de mal à avoir des informations sur des sujets aussi simples que le poids et l'évolution du poids d'un malade. Donc ça, c'est un challenge. Comment faire pour recueillir le poids de dizaines de milliers de personnes qui sont souvent impotentes. Donc l'idée, mettez-vous sur une balance et ça va être facile, est clairement pas si simple que ça. Il y a des gens qui sont alités, donc bien sûr, il y a des lits hyper chers qui permettent de mesurer le poids, mais très peu de services les ont. Donc trouver des idées pour récupérer l'information, mais combien il pèse, ce patient-là, puis surtout la cinétique. Ce qui compte, c'est la prise de poids, la perte de poids. Et en fait, on n'a jamais cette information-là. Donc ça, c'est un vrai challenge. Il a l'air hyper simple. Les solutions pour l'instant sont hyper basiques. On délègue des équipes mobiles qui vont peser les gens pour obtenir cette information-là. Ce n'est pas une solution techno, ce n'est pas moderne. Peut-être que c'est un challenge de trouver l'astuce, le truc qui permettrait de mieux mesurer ça. Une autre piste de challenge qu'on est en train, nous, d'essayer de trouver des solutions, c'est de profiter de l'information existante. Donc comment l'imagerie permettrait de dire que quelqu'un est dénutri, n'a plus de muscles, alors que l'imagerie est faite pour autre chose, par exemple. C'est des applications possibles. Donc l'idée, elle est toujours la même. C'est plutôt que de demander à des systèmes de renseigner de l'information supplémentaire tout le temps plus, tout le temps derrière un écran, c'est valoriser l'information existante. Donc comment le profil biologique permettrait de dire ce patient il doit être dénutri. Comment l'imagerie permettrait de dire celui-là, il n'a plus de muscles, donc ça va être un problème pour le faire remarcher après son intervention. Ou comment la techno, il y a plein d'idées à imaginer, très simples au lit du malade, permettrait de renvoyer cette information sur le poids. Donc ça, c'est un exemple, c'est un challenge. Je vous le lance. Parmi les autres projets qu'on a, il y a beaucoup de projets avec les objets embarqués, notamment sur l'activité physique.
Donc là, de mon point de vue, le challenge, c'est pas tellement de mettre des capteurs et des capteurs et des capteurs. Nous, on a des projets super sympas avec des vélos électriques, avec des capteurs de, bien sûr, cardio-fréquence-mètre, ECG, rythme respiratoire, transpiration, pH, bref, 10 000, non pas 10 000, mais quelques dizaines de paramètres qui sont enregistrés en continu. L'analyse individuelle de ça, c'est formidablement instructif. Mais pour un malade, après une sortie d'1 heure, il faut une bonne demi-heure pour regarder toutes les infos. Et donc évidemment, à grande échelle, c'est impossible. Donc le deuxième challenge, c'est comment on transforme des signaux complexes continus en indicateurs simplissimes de progrès sur l'activité physique, tu vas dans le bon sens ou au contraire, pour en faire des choses utilisables en fait. On s'amuse beaucoup en tant que chercheur à avoir des tas de courbes formidables, des écrans, il nous faut 4 écrans pour tout visualiser, mais c'est juste inutilisable en pratique. Donc en gros, c'est le V, des différents V du Big Data, c'est la visualisation. Construisez-moi des indicateurs. Quand j'enregistre un cardio-fréquence-mètre, une puissance musculaire dans une sortie en vélo, identifiez-moi le moment où je peux dire ça reflète la compétence actuelle mécanique, physique, cardiovasculaire de mon malade. L'analyse individuelle, je sais la faire. L'analyse collective, je ne sais pas. Et moi, je sais faire l'analyse individuelle parce que j'ai fait 15 ans d'études. Je voudrais que tout le monde, tous les patients, toutes les personnes puissent dire « Ah, voilà, j'arrive à ressortir 1 ou 2 indicateurs qui me permettent de comprendre où j'en suis. » Simplifier. Visualiser et simplifier des données complexes. Ça, c'est un beau challenge. Un dernier challenge parmi bien d'autres, c'est un sujet qui est assez peu traité. C'est si on veut valoriser des données déjà enregistrées à d'autres fins, des fins de soins, etc., ce qui est vraiment l'enjeu du big data et de l'IA, c'est d'éviter du recueil de données spécifiques comme on le fait en recherche clinique. Il faut avoir à un moment donné une idée sur le processus d'acquisition de la donnée, d'où elle vient, quel est son but. Il faut donc une expertise métier sur la chaîne d'acquisition. Et puis il faut avoir des indicateurs de qualité, de pertinence. Alors, dans un système hospitalier, par exemple, il y a des choses qui sont de qualité. Un résultat biologique, il est certifié, il est ISO, il y a des normes. Donc quand on vous dit la créatinémie est à 125 micromoles, 1 ou 2 micromoles près, c'est juste ce chiffre. Par contre, il y a beaucoup de données textuelles qui sont de bien moins bonne qualité parce que ça dépend de l'attention des gens qui ont rempli du texte, ça dépend de son compétence, son expertise. Il y a beaucoup de données, je reviens sur le challenge du poids. Quand il est renseigné dans une observation, ce qui est loin d'être toujours le cas, il est entaché de plein d'erreurs. C'est très souvent questionnaire. Bonjour Monsieur Bosson, combien vous pesez? Oh, à peu près. Alors que dans d'autres endroits, il va être renseigné avec énormément de précision parce que la vie du malade en dépend. Quand on fait une chimiothérapie, c'est proportionnel au poids. Et si on en met trop, c'est très dangereux. Donc là, on fait une vraie mesure, etc. Donc il y a des endroits où il y a de la donnée de qualité, il y a des endroits où il y a de la donnée difficilement validable. Et ça, si on ne va pas vers une capacité d'analyse qui dit il y a de la cohérence, donc j'ai tendance à croire ces données, où il y a de l'incohérence, je ne vais pas la livrer à des super analystes modélisateurs, parce que si on a de la donnée foireuse au départ, on va sûrement avoir des résultats foireux, je pense que ça restera vrai. Donc l'idée de dire comment je peux, en gros, certifier qualité mes données complexes est un challenge très intéressant.